Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. En ce mois d'avril, notre thématique était la sécurité médicale en maison de naissance. C'est pourquoi, pour l'épisode du mois consacré aux professionnels travaillant dans les maisons de naissance, nous avons à nouveau accueilli Julie, sage-femme, pour nous parler de son point de vue de professionnelle sur le sujet. Sécurité médicale et sentiment de sécurité, quelle différence ? En quoi la maison de naissance est un lieu médical ? Comment et grâce à quoi les parents s'y sentent en sécurité ? Aujourd'hui, Julie répond à toutes ces questions et nous partage les coulisses de son travail en maison de naissance. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Julie, merci de revenir à notre micro pour parler de cette nouvelle thématique. Nous sommes ravis d'écouter ce que tu peux nous dire aujourd'hui. Et pour commencer, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent consacré à la physiologie pendant la grossesse et l'accouchement, nous allons te demander de te présenter à nouveau. Je m'appelle Julie, je suis sage-femme depuis 2010. Voilà, j'ai 37 ans, je travaille à la maison de naissance d'Oumaya depuis 7 ans maintenant. Merci. Et avant de parler un petit peu plus de ta vie professionnelle, est-ce que tu pourrais définir, toujours avec tes mots, ce qu'est une maison de naissance ? C'est une structure gérée par des sages-femmes en autonomie qui accompagnent des femmes qui ont des grossesses à faible risque, des grossesses physiologiques, tout au long de du parcours de la maternité, donc grossesse, accouchement et postpartum. Merci pour cette présentation. Maintenant, nous allons faire un petit résumé de ton parcours que les gens peuvent retrouver un peu plus en détail dans l'épisode numéro 4. Est-ce que du coup tu peux nous résumer ton parcours en commençant notamment par tes études jusqu'à ta pratique actuelle ? Donc j'ai fait mes études à l'école de sage-femme de Toulouse dans le but de faire de l'accompagnement global. C'est ça qui m'animait depuis le début. J'ai travaillé 6 mois dans une petite maternité de type 1, donc c'est-à-dire qui accompagne beaucoup de grossesses plutôt physiologiques. 1 an à Mayotte et 6 mois dans une maternité de type 2, notre maternité partenaire. Et après, je me suis installée en libéral et donc ça fait 9 ans que je fais du libéral. Après ce petit rappel de ton parcours, on va discuter de notre thématique du mois, qui est la sécurité médicale, mais surtout l'accompagnement des professionnels qui s'étend plus loin que juste le médical dans les maisons de naissance. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on pourrait appeler la sécurité médicale en maison de naissance ? Elle est amenée par plusieurs choses. Elle est amenée par le fait que les sages-femmes, on a des études qui sont clairement définies, réglementées. Donc on a tout un diplôme qui a des compétences équivalentes, puisque pour exercer en France, il faut un diplôme reconnu par le Conseil de l'ordre des sages-femmes. C'est combien d'années d'études ? Actuellement, c'est 5 ans. Ouais. Ça va bientôt passer à 6 ans. D'accord. Ensuite, on fait des formations continues, donc qui doivent entretenir nos connaissances, et notamment tout ce qui est situation d'urgence, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. Donc ça, c'est des obligations de formation régulières qu'on doit faire. Donc ça, c'est au niveau personnel. Après, au niveau du matériel, on a tout le matériel nécessaire pour faire les premiers gestes d'urgence, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. Et on est formé aussi à faire beaucoup de prévention et d'anticipation. Notre attitude tout au long de la grossesse et de l'accouchement, c'est de toujours repérer les situations qui commencent à sortir de la physiologie pour passer le relais à la maternité, à un hôpital, où ils ont des médecins et du matériel, plus de matériel qu'une maison de naissance, pour faire en sorte que les situations soient prises en charge tôt et qu'il n'y ait pas des pathologies qui prennent de l'ampleur dans la structure ou en dehors de l'hôpital.
Donc ça, voilà, c'est vraiment notre but, c'est de toujours anticiper et de passer le relais dès qu'on sent que ça commence à sortir de nos compétences. Donc ça fait partie aussi de notre formation initiale et de notre formation continue, de dépister tôt les pathologies. Et après, donc le matériel, il est entretenu régulièrement pour correspondre aux critères français du matériel attendu sur les lieux de naissance. Ce qui contribue aussi à la sécurité médicale, c'est que les parcours de transfert vers les maternités sont bien travaillés avec la maternité et très codifiés pour que les transferts soient les plus efficaces possibles et que la situation puisse être prise en charge à son degré adéquat d'urgence. C'est-à-dire que quand on appelle pour un transfert non urgent, on s'est mis d'accord avec la maternité de comment ça se passait pour ne pas amener du stress aux parents inutilement, parce qu'il y a plein de transferts qu'on doit faire où il n'y a pas du tout d'urgence. C'est juste que là, c'est plus du ressort de la maison de naissance, mais il n'y a pas du tout d'urgence sur le moment. Voilà, ne pas rajouter du stress à une situation. Le fait de garder son calme dans les situations de transfert, ça amène aussi de la sécurité. Je me posais une question, tu disais que votre diplôme il doit être valide aux yeux de l'ordre des sages-femmes. Tu parlais de la formation continue et qui est une obligation a priori. Oui. Est-ce que cette formation continue, vous la faites valider aussi par l'ordre des sages-femmes ou c'est juste vous avec vous-même ? En fait, en France, il y a des formations qui sont certifiées et qui sont prises en charge par les organismes de formation continue. Donc la formation continue est une obligation, mais on a des aides financières pour pouvoir la faire. Okay. Et en fait, pour bénéficier des aides financières, il faut faire des formations qui correspondent aux critères nationaux de formation continue des professionnels de santé. D'accord. Donc il y a une certification au niveau national. Du coup, on parlait de la sécurité médicale, mais souvent dans nos interviews, malgré la précision des invités sur le fait que la maison de naissance n'est pas un lieu médicalisé, la plupart nous décrivent quand même un sentiment de sécurité. En opposition du coup à cette sécurité médicale, elles parlent quand même de ce sentiment de sécurité. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où vient ce sentiment d'après ton expérience ? Alors, juste une petite précision. Pour nous, la maison de naissance, c'est quand même un lieu médicalisé, puisque comme je disais, les sages-femmes, on est des professions médicales, et qu'il y a du matériel, on fait une surveillance médicale de l'accouchement et de la grossesse. Donc, c'est moins médicalisé qu'en maternité. On dit que c'est un lieu qui est peu technicisé parce qu'on utilise peu de matériel, c'est vraiment le minimum, et on utilise beaucoup l'observation clinique pour assurer la surveillance de la maman et du bébé. Et ensuite, le sentiment de sécurité des couples, c'est très variable, c'est très propre à chacun, ça c'est vraiment une part très très subjective. Il y a des gens qui se sentent vraiment en sécurité à l'hôpital, et il y en a qui se sentent pas en sécurité à l'hôpital et qui se sentent en sécurité en maison de naissance ou à domicile parce qu'ils ont l'impression, alors là je vais donner un exemple parce que c'est très variable d'où vient ce sentiment de sécurité. Il y a des gens qui trouvent qu'ils vont être plus respectés, plus à leur rythme, et donc ça leur amène un sentiment de sécurité. Le fait d'être avec des personnes connues, ça leur amène un sentiment de sécurité. La liberté de mouvement et de pouvoir de se sentir actrice de leur accouchement, ça peut leur amener de la sécurité. La proximité avec l'hôpital, ça c'est quelque chose qui est très souvent ramené et très rassurant, qui n'est pas forcément au même niveau pour les deux parents. Il y a des fois un des deux parents qui aurait eu envie d'accoucher à la maison et l'autre parent qui ne se sent pas parce que ça serait trop loin d'un hôpital, et la maison de naissance c'est souvent un bon compromis. Il y a beaucoup de couples qui décrivent ça. Qui se sentent dans un lieu familier, connu, mais pas loin d'une maternité, au cas où il y ait un problème ou qu'on sorte de la physiologie. Et du coup, comment vous favorisez, vous, ce sentiment de sécurité ? Parce que j'imagine que c'est quelque chose aussi qui se travaille peut-être. Alors, on peut le favoriser un petit peu, mais en fait, on va essayer de voir avec les parents où est-ce qu'ils se sentent le mieux en sécurité et d'être sûr que la maison de naissance, ce soit bien l'endroit qui est la plus adéquate pour eux au niveau de ce qu'ils ressentent. Ça, on va le travailler aussi avec leur relation de confiance. C'est-à-dire que le fait de se connaître et d'apprendre à se connaître et de se faire confiance, ça augmente le sentiment de sécurité. Parce qu'il y a, régulièrement, il y a des parents qui me disent je sais que si à un moment tu me dis qu'il faut être transféré, comme je te fais confiance, je sais que c'est nécessaire, quoi.
Et on essaye, on le cultive avec une relation horizontale avec les parents, où on est très transparente sur notre fonctionnement, sur les compétences, nos connaissances et nos limites. Et ça, c'est important. Ça contribue à la relation de confiance. Et du coup, comme ils se sentent en confiance, ils se sentent en sécurité. Et nous aussi, c'est important pour nous. Quand les parents nous font confiance, on se sent capable d'assurer leur sécurité. Oui, d'ailleurs, quand un couple vient se renseigner ou s'inscrire pour débuter un suivi en maison de naissance et qui mentionne une peur éventuelle, tu disais tout à l'heure d'ailleurs que ça pouvait être différent d'un parent à l'autre dans un même couple, comment vous y prenez-vous pour les rassurer déjà au tout début ? Alors, en fait, je sais pas si on va les chercher complètement à les rassurer. On va leur expliquer qu'est-ce que c'est une maison de naissance, comment ça fonctionne, pour qu'ils n'aient pas des fausses idées et pour que ce soit bien clair. Et en fait, après, à voir si chez eux ça amène de la sécurité ou pas. Si ça amène pas de sécurité, on va pas chercher à les rassurer et à enlever les peurs pour venir accoucher en maison de naissance. En fait, on leur explique. Si ça leur correspond, on les suit. Par contre, s'il y a des peurs qui sont là et qui ne se sentent pas en sécurité, on ne va pas chercher à les rassurer. On va essayer de voir avec eux quel serait le lieu le plus adéquat pour la naissance de leur enfant et comment on peut les orienter si ce n'est pas des gens dans notre secteur ou comment on peut les accompagner dans un autre parcours que celui en maison de naissance. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'accueillir des membres de la famille d'un couple ou des proches qui avaient peur de ce que représentait un accouchement en maison de naissance pour pouvoir les rassurer, en discuter avec eux ? Oui, ça nous est déjà arrivé de temps en temps. Soit des proches qui venaient comme ça visiter. Soit des fois c'est arrivé qu'il y ait envisagé qu'il y ait un accompagnant supplémentaire en plus du coparent. Ou des fois il peut y avoir des périodes où le coparent n'était pas présent, notamment sur des conjoints militaires ou des choses comme ça, ou sur la période du 9e mois, le coparent n'était pas forcément présent, donc du coup il y avait un autre accompagnant qui était envisagé, ou alors des fois des femmes célibataires qui choisissaient un autre accompagnant. Dans ces cas-là, on rencontre les proches et des fois on essaye de discuter des a priori qu'ils peuvent avoir sur les maisons de naissance. Là, on va chercher à rassurer parce qu'en fait, la maman, elle a fait le choix de venir accoucher en maison de naissance et ses proches, l'idée c'est qu'ils soient plus en confiance, quoi. Donc là on va essayer de chercher à rassurer et expliquer comment ça fonctionne et de montrer que c'est très, très encadré un accouchement en maison de naissance. En fait, c'est l'idée que ces proches-là en fait puissent être un soutien pour la maman qui a fait ce choix. Ne pas rajouter, de pas créer du stress, ne pas amener des peurs que la maman n'aurait pas ou qui seraient pas fortes chez elle. Oui, c'est ça, pour respecter finalement son choix d'enfantement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, qu'il y ait des patientes, pas forcément influencées par leur entourage, mais vraiment qui, au fil de leur suivi, aient des angoisses d'accoucher en maison de naissance qui grandissent ? Et si oui, comment vous accompagnez ça ? Alors, je n'ai pas de situation en tête que ça ait été clairement exprimé ou ressenti des angoisses d'accoucher en maison de naissance purement qui grandissent, parce qu'en général c'est des choses qu'on sent assez au début et qui font que les gens ne font pas le choix du suivi en maison de naissance. Après, parfois il y a des angoisses de la douleur, de l'accouchement sans péridurale qui montent, et donc ça on travaille avec la maman là-dessus, de voir comment on peut l'accompagner pour travailler sur ces angoisses-là. Et après, je pense qu'il y a chez des mamans, ça peut monter des craintes inconscientes qui ne sont pas forcément dites et exprimées ni conscientisées. Et donc du coup, c'est des mamans où des fois, nous, on a l'impression de percevoir quelque chose. Et donc, on essaye de les amener à travailler là-dessus. Puis des fois, on ne le voit pas forcément clairement venir. Et dans ces cas-là, on n'a pas pu les accompagner sur ce chemin-là, quoi. Mais et des fois, il y a des femmes qui changent... c'est arrivé, des femmes qui changent d'avis au dernier moment, au moment de l'accouchement, au début du travail, et qui vont accoucher en maternité. C'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé. Et donc là, je ne sais pas si c'est une
peur qui les a guidés ou qu'en fait ça correspondait plus le modèle de soins. Mais justement, j'allais te demander, est-ce que si des parents inscrits qui avaient déjà entamé un suivi en maison de naissance, que ce soit justement par des peurs grandissantes ou aussi parce qu'ils remettent en question la sécurité médicale dont on vient de parler, ça pouvait arriver qu'ils demandent une réorientation de leur dossier à n'importe quel moment de leur suivi, voire au dernier moment, peut-être le jour de l'accouchement même. Ça c'est tout à fait possible. Après, comme je disais un peu avant, c'est pas clairement conscientisé. Alors, quand c'est exprimé que ça ressort, ça en général assez vite au début de la grossesse. Quand le suivi a démarré, c'est rare que ça... Enfin, quand on a vraiment été loin dans le suivi ensemble, c'est rare qu'il y ait des peurs qui arrivent, enfin, qu'il n'y ait pas de sentiment de sécurité médicale. Ok. On a au contraire aussi des gens qui trouvaient que nos critères de transfert vers une maternité pouvaient être trop stricts pour eux, ou qui auraient souhaité qu'il y ait encore moins de médicalisation et de technicisation de l'accouchement. Où du coup, nous, on a senti que en fait, s'il y avait une nécessité, que nous, on estimait qu'il y avait besoin d'un transfert, eux, ils seraient pas forcément prêts à l'accepter. Et dans ces cas-là, c'est nous qui avons interrompu le suivi. Parce qu'on leur a dit qu'en fait, si on pouvait pas... C'est la notion de confiance réciproque dont tu parlais tout à l'heure. Alors voilà, il y a des fois une notion de confiance et en fait, d'amener la notion quand même que en fait, tout ce cadre qui amène de la sécurité chez beaucoup de gens et qui amène de la sécurité aux instances, pour certains parents, ça amène de l'insécurité parce qu'ils trouvent que ça peut quand même être trop interventionniste par rapport à ce que eux ils aimeraient. En fait, c'est ça. Et du coup, tu as dit que potentiellement ça pouvait venir de vous, sage-femme, d'interrompre un suivi, parce que justement la relation n'est pas finalement horizontale comme tu le disais au début. Et est-ce que potentiellement, si le patient ne l'exprime pas et que vous n'arrivez pas forcément à le capter, parce que comme tu disais tout à l'heure, des fois on peut passer à côté de quelque chose, et que le jour de l'accouchement, il y a un refus de transfert, ou en tout cas une difficulté à accepter le transfert alors que vous jugez que c'est important, est-ce que ça pourrait mettre à mal que ce soit la maison de naissance vis-à-vis de la maternité partenaire, ou vous, à titre personnel, enfin la sage-femme présente au moment de l'accouchement, et c'est pour ça que vous prenez aussi cette sécurité d'arrêter certains suivis ? Eh ben oui, tout à fait, en fait. Parce que, ça dépend quelle situation, oui, bien sûr. Mais voilà, si on arrive à une complication sévère pour la maman et pour le bébé qu'on n'a pas pu transférer, effectivement, notre attitude et notre pratique peut être remise en question, que ce soit par les parents ou par l'ARS ou par la maternité partenaire, ou des fois la famille des parents aussi, qui peut, on voit dans les procès, c'est des fois... pas forcément les parents qui portent plainte, ça peut être d'autres gens autour. Où effectivement, on peut être vraiment remis en cause complètement. Et dans des cas extrêmes, s'il y a des drames, ça peut aller loin, oui. On peut avoir des difficultés à exercer, ou alors ça peut vraiment questionner la maison de naissance, ou aussi beaucoup les relations avec la maternité partenaire. Ouais, la relation de confiance que vous avez avec les autres professionnels, en fait. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des manœuvres médicales parfois exécutées pour la sécurité de la maman ou du bébé, ou même du coparent, le cas échéant ? Pour la maman, on peut être amené à perfuser, à faire les gestes de gestion d'une hémorragie de la délivrance. Donc il y a le sondage urinaire, il y a le massage utérin. Voilà, c'est les gestes de base. Dans les cas extrêmes, on peut être amené à aider à la sortie du placenta. Et ensuite, pour le bébé, la réanimation, débuter une réanimation à la naissance, donc avec une ventilation avec un masque, l'aspiration pour dégager les sécrétions qui peuvent bloquer la respiration. Voilà, ça c'est les premiers gestes de réanimation. Et si ça ne suffit pas, l'aspiration, la ventilation, ça ne suffit pas, après on fait un transfert immédiat, extrêmement rapide à la maternité pour poursuivre les gestes de réanimation là-bas. Et après, on a le matériel pour les adultes. On a aussi un ballon pour ventiler, une bouteille d'oxygène et de l'adrénaline, de quoi perfuser. Donc l'adrénaline, c'est pour les chocs allergiques aussi. Et donc dans les formations qu'on fait, on fait les formations d'urgence
obstétricales pour la maman, mais aussi les formations des gestes d'urgence pour adultes, voilà, pour si jamais c'est un accompagnant ou quelqu'un lors d'une consultation qui fait un malaise, pour avoir les bons gestes pour débuter les réanimations. Et après, il y a les manœuvres obstétricales pour aider à la sortie du bébé quand le bébé il a des difficultés pour sortir, les dystocies des épaules. Ça, c'est ce qu'on fait régulièrement. Je pensais justement aux manœuvres médicales sur le bébé, à la question de, par exemple, s'il regarde les étoiles, comme on dit. Est-ce que vous avez la possibilité d'être amené à faire quelque chose ou c'est quelque chose qui est pratiqué plutôt à l'hôpital Quand le bébé il a le dos en arrière contre le dos de la maman et qu'on aide à le faire tourner par rotation manuelle interne, ça c'est pas quelque chose qu'on pratique ici parce que c'est quand même une intervention qui est un peu intense et qui est plus facile à faire quand même quand la maman a la péridurale. Et donc quand un bébé il a du mal à avancer dans le bassin, parce que la position du bébé elle est problématique que si le bébé il a du mal à avancer, on va vraiment aider la maman à changer de position, on va plus le travailler sur le côté de la maman, quoi. Sinon du coup ce serait un cas de transfert. Et en fait voilà, si le bébé il avance vraiment pas, il progresse pas, c'est un cas de transfert. Et après en maternité il y a d'autres, il y a déjà la péridurale qui aide à soulager, parce qu'en général quand le bébé il avance pas, il y a l'épuisement de la maman qui arrive, la fatigue, voilà, on est sur un accouchement qui commence à être vraiment long et épuisant, donc la péridurale permet de soulager la maman à ce moment-là, et après il voit les interventions qui peuvent être nécessaires. Là on vient de parler de si il est orienté du coup la tête vers les étoiles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que ce soit un pied qui sorte en premier alors qu'à la dernière écho il était tête en bas? Alors non, ça on n'a jamais eu de ce qu'on appelle les sièges inopinés, un bébé qui s'est retourné sur les derniers temps. Non, ça nous a jamais arrivé, mais on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc ça, on est toujours attentive quand on reçoit une femme pour l'accouchement, aux signes pour être sûr que c'est la tête qui arrive en premier. Et si c'est à un pied, est-ce que c'est un cas de transfert immédiat? Oui. Ok. Ouais. Si on voit que c'est les pieds, on transfère immédiatement. Ça peut être différent si on est à domicile ou si on est en maison de naissance. Là, la proximité avec l'hôpital fait qu'on a le temps d'emmener la maman à la maternité et que l'accouchement se termine à côté à l'hôpital. Quand on est sur un accouchement à domicile planifié ou inopiné, à ce moment-là, on va pas forcément bouger s'il y a déjà un pied qui sort, quoi. Oui. Et c'est possible, malgré tout, que même s'il y a transfert, l'accouchement se termine de manière physiologique à l'hôpital, même s'il est en siège inopiné? Oui, s'il est vraiment en train de sortir comme ça, oui, ça peut se terminer de façon physiologique. Ok. Ça va dépendre, il va y avoir plusieurs critères qui sont pris en compte, mais voilà, si vraiment le bébé il est en train de naître. Après, je voulais préciser un truc, regarder vers les étoiles, c'est un repère sur une femme qui est allongée sur le dos pendant l'accouchement. Oui. Donc moi c'est pour ça que je dis toujours un bébé qui a le dos contre le dos de la maman. Oui. En termes médicaux on dit une variété postérieure parce que le dos est en postérieur. Mais voilà oui, si elle a quatre pattes ça ne marche plus. Voilà. Si elle a quatre pattes le bébé il regarde pas vers les étoiles. Il regarde le sol. Donc du coup voilà, on aime bien aussi pour rappeler oui, le conditionnement de la position allongée sur le dos qui revient dans beaucoup de choses, beaucoup de petites choses. Mais ça c'est quelque chose que j'entends souvent sur des femmes qui ont accouché en maternité et qui m'ont dit oui mon bébé il regardait vers le haut. Et voilà. Mais même des femmes qui accouchent en maison de naissance. En fait c'est tellement une expression ancrée qu'on en oublie le sens, comme tu dis, gynécologique du terme en fait. De la position gynécologique, Du coup, depuis tout à l'heure, on a brassé la sécurité pendant la grossesse, le sentiment de sécurité, et puis à l'accouchement. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire du retour précoce à la maison, et notamment dans le retour précoce à la maison, les parents repartent chez eux seulement quelques heures après avoir accouché, et on aimerait savoir quels sont les bénéfices. Le retour précoce à la maison, ça fait partie du modèle de soins en maison de naissance, donc c'est quelque chose qui est annoncé dès le début et avec lesquels les parents ils doivent se sentir à l'aise pour choisir l'accompagnement en maison de naissance. Ça nous arrive d'avoir des gens qui viennent, qui aimeraient bien accoucher à la maison de naissance, mais qui ne se sentent pas de rentrer chez eux quelques heures après. Donc du coup, c'est des parents qui à ce moment-là accouchent en maternité. Donc voilà, ça doit faire partie du projet des parents, de rentrer chez eux à la maison, et donc ils doivent se sentir en sécurité avec ça. En France, on a une culture de séjour en maternité long,
Avant, c'était très long, c'était plutôt une semaine chez les parents des gens qui sont parents actuellement. Donc du coup, c'est quelque chose qui est transmis comme étant nécessaire, un séjour long en maternité. Il y a des pays où les sorties quelques heures après l'accouchement sont beaucoup plus organisées depuis très longtemps. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est subjectif. Et donc du coup, le retour à la maison, donc évidemment, encore une fois, ça correspond aux critères de sélection qu'on a pour accepter un accouchement en maison de naissance. Il faut que ce soit un bébé qui puisse rentrer chez lui quelques heures après l'accouchement. Donc c'est pour ça qu'on n'accepte pas les naissances prématurées. C'est pour ça qu'il y a d'autres critères pour lesquels on va refuser d'accompagner les parents à la maison de naissance, même si l'accouchement en lui-même n'a pas du tout de risque, mais c'est que ce serait c'est un bébé qui ne peut pas rentrer chez lui quelques heures après. Donc encore une fois, c'est très encadré ce retour à domicile précoce. Ensuite, on reste d'astreinte pendant les 72 premières heures, c'est-à-dire que les parents ils peuvent nous joindre 2 jours comme de nuit pendant les 3 premiers jours. Ça, on a eu, je crois, un appel sur le téléphone d'astreinte pour une urgence, finalement qui n'était pas une urgence médicale, c'est des parents qui étaient un peu paniqués avec un bébé qui pleurait beaucoup, mais on n'a jamais eu d'appel comme quoi les parents se sentent à l'aise, et c'est quelque chose qu'on travaille aussi en préparation à la naissance, de leur expliquer comment ça se passe pour le bébé les premiers jours, quelle attitude il va avoir, quels sont les points de repère, quels sont les points à surveiller, quels sont les motifs d'inquiétude pour lesquels il faut nous contacter. Donc voilà, et donc ça se passe plutôt bien. Et après, donc nous, on les voit 1 fois par jour minimum, et des fois, on s'appelle aussi en plus des visites pour des fois apporter des réponses en plus, ou des conseils, préciser des choses sur l'alimentation. Voilà. Et en fait, ça permet aux parents de prendre leurs repères tout de suite avec leur bébé, d'apprendre à le connaître et à se faire confiance, et à trouver les réponses par eux-mêmes aux questionnements quand on a un petit bébé comme ça qui pleure, qui explique pas ce qu'il a, tout ça. Et au début, on tâtonne, on cherche, et en fait, le fait de se retrouver chez eux, aux parents, ça leur permet de s'adapter à leur bébé et de pouvoir commencer à construire leur capacité de parents en autonomie. Est-ce que le fait justement qu'ils soient dans un environnement familier peut participer au fait qu'ils sont plus à l'aise dans cette rencontre avec l'enfant ? Le fait qu'ils aient des repères et qu'ils aient à disposition finalement leurs éléments du quotidien sous la main ? Eh ben oui, tout à fait, moi c'est ce que j'ai l'impression. Et c'est d'ailleurs c'est un jour un père qui avait témoigné de ça, qui était venu à une réunion pour partager un peu son expérience de parent, à une réunion d'information des gens qui étaient en début de suivi ou en fin de suivi à la maison de naissance, et qui se questionnaient sur des choses. Et c'est ce qu'il avait dit, lui, ce père, il avait dit, au début, de toute façon, on galère, on cherche, on comprend pas ce bébé, mais au moins on est à notre rythme et autonome, et il y a personne qui nous dit exactement quoi faire, et donc du coup ça nous permet de trouver les réponses beaucoup plus vite. Oui, finalement. Est-ce qu'il y a eu des constats qui ont été faits depuis que les maisons de naissance existent, parce qu'il y a quand même des bilans annuels qui sont faits, de dire justement que ce retour précoce, tu dis il y a eu qu'un seul appel de votre expérience, en tout cas à Doumaya, finalement ce constat que l'environnement et le fait d'être dans un endroit repéré favorise la rencontre avec l'enfant, et qu'en fait il y a des gens qui vivent le séjour de maternité de 3 jours, je crois que c'est maintenant, et finalement la fracture est d'autant plus grande quand ils rentrent chez eux. Et je me demandais s'il y avait eu des observations de ça ou pas spécialement. Il n'y a pas eu d'études, enfin pas que je connaisse en tout cas, d'études faites pour pouvoir confirmer ce que moi j'ai l'impression d'observer, quoi. Pour certaines personnes, ça peut être une fracture qui n'est pas facile à vivre, et j'ai l'impression que pour les gens qui se sentent à l'aise de rentrer chez eux rapidement, c'est plus facile, et ils prennent plus vite confiance en eux que les gens qui passent à la maternité. En fait, il y a plus facilement du doute, parce que comme ils peuvent appeler très facilement s'ils ont besoin, s'ils ont des questions, ils vont appeler plutôt que... Enfin, ils vont appeler, pas forcément tous, mais en tout cas c'est plus facile d'appeler, donc du coup on va moins loin dans la recherche. Voilà. Tu vas moins loin dans la recherche par toi-même de la solution. Quand tu es obligé de trouver une solution que tu peux compter que sur toi, forcément tu vas trouver une solution, quoi. Alors que quand tu peux faire appel à quelqu'un, tu cherches un peu, puis après tu peux te reposer plus facilement sur les autres.
Et aussi à la maternité, ce qui est souvent perturbant, c'est qu'il y a plein de discours différents. Et Oui. ça met dans le doute et dans le questionnement. Et du coup, les parents, ils ont souvent un peu plus de temps avant de trouver la réponse à ce qui leur paraît convenir pour leur bébé. Ouais. Je me rends compte qu'on parle du retour précoce, mais on n'a pas pris le temps de le définir pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est le retour précoce à la maison ? C'est dans les heures qui suivent la naissance. Les critères, c'est minimum 2 heures après la délivrance, après la sortie du placenta. En fait, pour nous, il faut que la maman, elle ait mangé, qu'elle ait repris des forces, qu'elle se soit levée, qu'elle ait fait pipi, qu'elle se sente suffisamment en forme pour rentrer chez elle. Et que le bébé, on voit qu'il a un état clinique parfait. Qu'on voit que tout qu'il s'adapte parfaitement à sa début de vie extra-utérine. Voilà, et donc les heures, en moyenne, nous, c'est à peu près 6 heures après la naissance. Après, ça dépend de l'heure de naissance, de la situation, de la durée de l'accouchement. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu maintenant de comment ils s'organisent, au-delà du retour précoce, une fois que les parents sont à la maison, de comment vous vous organisez pour leur rendre visite et combien de temps ça dure, jusqu'à quand ? Du coup, le suivi postpartum, donc on vient tous les jours, les 3 premiers jours, et ensuite on espace en fonction de la situation médicale, et donc médicale, ça comporte le versant physique et le versant psychique. Donc on va voir comment se met en route l'allaitement ou l'alimentation du bébé, comment la maman récupère de l'accouchement, et comment les 2 parents se sentent et s'adaptent au fait de devenir parents. Donc des fois on arrive à sentir qu'on peut espacer les visites, des fois on voit qu'il faut revenir de façon plus rapprochée, notamment des fois dans les débuts d'allaitement un peu compliqués, on vient tous les jours pendant 4, 5, 6 jours, ça arrive que la première semaine on vienne tous les jours, donc ça c'est pas souvent, mais souvent assez rapidement on peut espacer à 48 heures, mais on le convient avec les parents. On demande soit est-ce que ça te paraît correct si je reviens dans 48 heures ? Soit des fois, moi quand j'arrive pas vraiment à être complètement sûre, je demande quand est-ce que tu as envie que je revienne ? Et comme ça me permet d'avoir une notion vraiment, est-ce que la maman elle a envie que je revienne le lendemain, dans 2 jours ou dans 4 jours ? Et on vient à la maison jusqu'à 10-15 jours en fonction de où les parents habitent, de comment la maman se sent. Est-ce que c'est aussi une maman qui va se mettre à bouger, à sortir, ou si c'est une maman qui se repose beaucoup, qui est beaucoup allongée chez elle, on vient à domicile plus longtemps. S'il y a un motif médical de venir à domicile, on vient à domicile tant qu'il y a besoin. Mais passer 15 jours, il faut vraiment un motif médical pour justifier les déplacements qui sont du coup remboursés par la sécurité sociale. Et donc ça c'est le suivi postpartum à domicile. Et après en fait donc il y a des actes systématiques qui sont proposés maintenant, c'est l'entretien postnatal à 1 mois. Il y a des séances postnatales qu'on peut faire en petits groupes aussi dans les 2-3 premiers mois. Et entre-temps, on fait autant de consultations qu'il y a besoin. Donc des fois, souvent, quand c'est un premier bébé, on voit les gens 1 fois par semaine le premier mois. Et après, on espace un peu. Mais c'est vraiment, on adapte aux besoins, quoi. Il y a des gens, on les voit 3-4 fois dans les 10 premiers jours, et après on les revoit qu'à 1 mois, et puis il y en a, on va les voir des fois 2 fois par semaine pendant 1 mois. Donc ça c'est le tout début, et après en fait on est très attentif aux signes de difficultés maternelles et paternelles. Aussi au niveau moral, on voit qu'il y a une fragilité, là on va proposer vraiment de se revoir régulièrement, quoi. Donc avec des consultations de soutien à la parentalité. Des fois il y a la rééducation de périnée aussi qui permet de maintenir le lien et de continuer à suivre, à accompagner les parents dans ces cas-là. Et, voilà. Parce qu'il y a des parents qui des fois peuvent rester un peu seuls avec leurs difficultés, ou des fois quand il y a des difficultés on consulte pas toujours, soit parce qu'on ne prend pas forcément conscience des difficultés qu'il y a, ou qu'on les minimise un petit peu, ou qu'en fait il y a tellement de fatigue et de difficultés émotionnelles que ça paraît difficile de prendre des rendez-vous, de se rajouter des choses en plus. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt actif dans le suivi qu'on propose en postnatal, pour vraiment essayer de ne pas laisser des parents isolés dans leurs difficultés. C'est aussi pour ça qu'à la maison de naissance, il y a tous les liens entre parents qui sont développés, qui sont
qui ont été mis en place et soutenus pour qu'il y ait aussi les partages d'expériences entre les parents. Ça, c'est vraiment aussi des soutiens très précieux. Je me demandais aussi, tout à l'heure tu parlais de l'astreinte des 72 premières heures. J'imagine qu'au-delà de ces 10-15 premiers jours, avec le suivi, même avec la visite au premier mois, il y a des gens, c'est quelque chose en tout cas que j'ai entendu à plusieurs reprises, qui finalement, comme tu dis, ne réalisent pas l'état dans lequel ils sont, et des fois ça peut mettre un trimestre à réaliser ça. Est-ce que malgré tout, sans parler d'astreinte, vous restez quand même disponible si vous êtes pour cette personne, la personne référente en fait, ayant été la sage-femme qui a fait ce suivi global. Est-ce qu'il y a possibilité toujours de vous contacter? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que les gens vous recontactent plusieurs mois après, au moment justement de la réalisation, et qui auraient besoin d'aide? Oui, oui, complètement. On reste disponible comme n'importe quelle patiente qu'on suit. Voilà, on n'est pas d'astreinte, mais pour des rendez-vous, à ce moment-là, c'est rarement des rendez-vous d'urgence de toute façon, donc elles peuvent nous contacter en journée, en semaine. Et voilà, des fois, ça arrive que soit on voit en consultation, soit une maman, c'est plutôt les mamans qui nous contactent, même si c'est des fois les papas qui sont en grande difficulté, et nous contactent, et soit nous expriment, elles ont besoin de nous voir, soit elles nous demandent des fois des contacts de psychologues ou à qui s'adresser. Ou, voilà, oui. Ça arrive que des fois on n'ait plus de nouvelles et que tout d'un coup on... Ouais. On a parlé du coup depuis le début de la sécurité médicale et du sentiment de sécurité médicale. Et on a beaucoup parlé de théorie jusque-là. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter peut-être où ça a pris tout son sens? Oui, tout à fait. J'ai un exemple qui me vient, qui illustre complètement le sentiment de sécurité et la part subjective de ce sentiment-là. C'était assez rigolo parce que donc j'avais travaillé à Mayotte et j'avais vu une femme quand je travaillais à la maternité là-bas, qui après j'ai retrouvée pour une grossesse suivante à Castres. Et donc elle avait accouché donc de son premier enfant à Mayotte dans la maternité où je travaillais. Je l'avais vue juste pour le début du travail, elle n'avait pas fini l'accouchement avec moi. Et en fait cette maternité à Mayotte, c'est une situation un peu particulière. L'organisation des soins là-bas, c'est pas comme en métropole. C'est-à-dire que c'est un petit hôpital qui ressemble vraiment à un hôpital avec plein de matériel médical qui avait été prévu même pour pouvoir avoir un bloc opératoire. Mais finalement, il n'y a pas de médecin sur place. Enfin, il y a un médecin généraliste au service des urgences à côté. Et sinon, à la maternité, il y a 2 sages-femmes et des auxiliaires de puériculture. Et pour toutes les situations qui relèvent de pathologie, on transfère les femmes en ambulance à la maternité où il y a tout le pôle technique avec anesthésiste, gynécologue, pédiatre, mais c'est à 45 minutes de route. Mais par contre, ça ressemble vraiment à un hôpital. Et donc, cette femme, elle avait accouché là-bas de son premier enfant. Et là, je la vois pour sa deuxième grossesse. Elle n'avait pas exprimé le projet d'accoucher en maison de naissance. Mais il se trouve que le jour où je lui avais donné rendez-vous, avec nos disponibilités communes, on s'est vu à la maison de naissance. Et donc, quand elle est arrivée, elle visite et tout, elle dit... Ah non, je pourrais pas accoucher ici, je me sens pas en sécurité, ça ressemble pas assez à un lieu médical. Alors qu'on est à 1 minute de la maternité et qu'en réalité, il y a beaucoup moins de risques à accoucher ici à la maison de naissance parce que s'il y a une complication, on transfère en 1 minute et demie, alors que là où elle avait accouché, au niveau de l'aspect extérieur, ça ressemblait plus à un hôpital. Par contre, elle était à 45 minutes. S'il y avait besoin de faire une intervention en urgence. Ouais. Donc j'avais trouvé ça très, très rigolo et vraiment, pour moi, ça illustre le fait que chaque femme devrait pouvoir accoucher là où elle se sent en sécurité, quoi. Et quel que soit le lieu, c'est marrant. Merci pour cette anecdote qui est assez amusante et qui illustre en effet vachement bien le sentiment de sécurité. On aimerait savoir maintenant, avant de conclure, ce que tu pourrais dire aux gens qui pensent que les maisons de naissance ne sont pas des endroits sécurisés pour aller accoucher. C'est un modèle qui a fait vraiment ses preuves à l'étranger et qu'il y a des pays où il y a eu des milliers et des milliers de femmes qui y ont accouché et qui montrent qu'il n'y a pas plus de risques, ni pour la maman ni pour l'enfant, d'accoucher en maison de naissance. Et qu'il y a un côté très culturel et encore une fois subjectif à la sécurité et qu'en France on n'est vraiment pas habitué à ce modèle-là. Mais c'est pas fondé, c'est des peurs un peu irrationnelles et qui sont pas complètement fondées. Et culturel, c'est bien le terme, je pense. Voilà, c'est très culturel. Et que, encore une fois,
Là où la maman se sent en sécurité, c'est là où elle a le plus de chances de pouvoir accoucher, qu'il y ait le moins de complications possibles. Parce que on le sait très bien que le côté émotionnel et psychique, il a un rôle important dans l'accouchement. C'est sécuritaire pour les femmes qui s'y sentent en sécurité. Eh bien, merci. C'était très intéressant tout ce que tu nous as dit depuis le début de l'interview. Et avant de nous dire au revoir, est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter ? Pour dire aux personnes enceintes d'essayer de s'écouter, de chercher en elles qu'est-ce qui leur amène de la sécurité pour leur accouchement, et ensuite de voir dans quel lieu elles peuvent accoucher pour que cette sécurité soit au maximum. De s'écouter, c'est le plus important. Ce qui contribue aussi à la sécurité en maison de naissance, c'est la proximité avec un hôpital, avec une maternité qui est équipée pour pouvoir répondre à toutes les situations d'urgence. Le fait d'avoir un partenariat avec une structure hospitalière, ça augmente la sécurité en maison de naissance. Et en parlant tu parles justement du matériel qu'il y a en maternité partenaire. Est-ce qu'il y a un niveau obligatoire de maternité partenaire, parce qu'on parle de type 1, type 2, type 3, ou est-ce qu'une type 1 peut être maternité partenaire ? Ok. Mais c'est une question qui se pose régulièrement par différentes... Moi, je me demandais si c'était un critère de sélection ou pas. On est ravis d'avoir pu échanger à nouveau avec toi sur ce sujet si particulier de la sécurité médicale en maison de naissance, sur aussi tout le sentiment de sécurité finalement, qui peut être très différent du médical en lui-même. D'ailleurs, tu précisais la différence entre la médicalisation et la technicité. C'est important en tout cas pour nous de rappeler que l'accouchement physiologique et sans médicalisation ou sans excès de technicité en tout cas ne rime pas forcément avec danger. Merci encore de t'être prêté au jeu de l'interview et d'avoir participé encore une fois à notre podcast. Et on te souhaite à nouveau une belle carrière et plein de jolies naissances. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, Julie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.